Super, super. Donc, ça a commencé. L'enregistrement a commencé. Euh, donc je disais, cette série, ce sera une série de huit sessions qui vont, à la fin desquelles, euh, vous serez normalement capable de pouvoir développer des smart contracts et, plus exactement, des dApps, des applications décentralisées sur la blockchain Stacknet. Voilà. Donc, en plus de ça, nous allons essayer de pouvoir voir aussi, au niveau de la dernière session, comment participer au hackathon, comment construire carrément une réputation en tant que développeur blockchain et comment commencer dans le domaine de manière assez simple. Voilà. Donc, pour cette première session, nous allons principalement parler du Bitcoin, de la jeunesse du Bitcoin et de Ethereum. Donc, d'où la blockchain a commencé, qu'est-ce que c'est le Bitcoin, comment ça fonctionne, tout ce qu'il faut savoir dessus et pourquoi Ethereum et ça vient résoudre quel problème exactement. Voilà. Donc, pour cette session-là, nous allons laisser la parole à Caleb, qui sera notre formateur de ce soir pour cette première session. Est-ce que Caleb est avec nous? Oui, je suis là. Vous pouvez m'entendre? Oui, oui. Hello. Bonsoir. Donc, je te laisse la main et je te laisse aussi la main pour le partage, n'est-ce pas? D'accord. Super, super. Tu me dis si tu es prêt et on se lance. Vous pouvez voir mon écran? Oui, on voit. Hello. Allô? Vous m'entendez? On voit tout ton écran. Oui. On voit ton écran. Ok, super. Et bon, je ne sais pas si Paco m'a déjà présenté. Bon, moi, je m'appelle Caleb et je suis actuellement étudiant en génie logiciel à l'Omi Business School. S'il vous plaît, je vais désactiver les notifications WhatsApp pour éviter la déconcentration. C'est bon, vous pouvez voir mon écran? Oui, on voit. Ok, super. Donc, pour cette première session, aujourd'hui, nous allons voir comment le Bitcoin et Ethereum marchent. Et nous aurons aussi une série de quiz. Donc, voilà. Je ne sais pas si par quoi déjà tout expliqué par rapport au Basecamp, à la note qu'il faut avant de pouvoir être gradué du Basecamp et tout, et tout. Bon. Je ne sais pas si par quoi j'ai expliqué ça ou je peux passer directement, je vais directement au cours, c'est ça? Donc, tu peux revenir dessus, il va en parler directement et puis on passe. Ok, d'accord. Je vais juste prendre quelques temps pour toi. Tu peux cliquer sur le diaporama, s'il te plaît, D'accord. pour qu'on puisse avoir super, super. On remonte un peu. C'est bon, c'est totalement, c'est zoomé à 100%. Oui, remonte. Au niveau des Ok. slides, remonte. Remonte au niveau de l'équipe.
une petite introduction. Voilà. Donc, pour tout ce parcours, vous allez avoir accès à une équipe de 4 personnes. Tous sont des développeurs blockchain. Et nous allons essayer du mieux possible de pouvoir répondre à vos questions. Donc, essayer de vous suivre, même hors des mythes. Donc, les mythes, ce serait juste une rencontre où nous allons essayer de pouvoir discuter de manière assez fluide. Et juste après désolé, juste après les mythes, vous avez la possibilité de pouvoir contacter l'un d'entre nous pour pouvoir discuter avec lui, poser des questions, comprendre des choses de manière assez basique. Nous avons aussi mis en place un groupe WhatsApp dont je vais vous partager le lien dans le chat. Et vous pouvez laisser vos messages là-bas pour qu'on puisse essayer de vous répondre. On va essayer de construire carrément une communauté autour du sujet pour permettre à ce que tout le monde puisse rester en contact, même après la formation et même pendant la formation, que ça puisse nous servir de forum. Voilà, donc, dans ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez essayer de laisser un message ou vous connecter déjà au, au compte X de toutes les personnes qui font partie de l'équipe. Ils se feront un réel plaisir de pouvoir vous accompagner sur, que ce soit sur des projets personnels, en développement blockchain ou tout ce que vous voulez. Et je partage dans le chat leur compte. Vous pouvez les chercher sur X ou sur Caleb, tu peux laisser ton handle dans le chat, s'il te plaît. Ok. Oui. Et super. Donc, c'est toute l'équipe qui sera disponible pour vous. Et vous n'hésitez pas du tout à leur faire signe. Ça va permettre à qu'on puisse fonctionner ensemble de manière assez simple. Voilà. Donc, ensuite, ce bootcamp-là sera, à la suite de ce bootcamp, vous aurez la possibilité d'avoir une reconnaissance en tant que développeur blockchain, c'est-à-dire un NFT, euh, qui sera offert par la blockchain Stacknet. C'est qui me remonte, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt en bas. Euh, donc, vous aurez accès à un NFT. Un NFT, c'est une image qui va un peu servir comme qui va un peu servir d'attestation pour vous, que vous pouvez utiliser pour certifier que vous êtes développeur blockchain reconnu. Donc, pour pouvoir avoir accès à ceci, il va falloir remplir un certain nombre de critères. Voilà. Et donc, ces critères-là, c'est d'abord d'être graduate, c'est-à-dire d'avoir fini la formation. Et donc, pour pouvoir faire partie des personnes qui ont fini la formation, il faut avoir participé à minimum 60% des sessions. Donc, si nous avons 10 sessions, par exemple, il faut participer à 6. Donc, sur 8 sessions, on doit se retrouver à 5 par là, ou 5 ou 4. Oui, 5 sessions, euh, basiquement. Et ensuite, il y aura des points qui seront distribués à chaque cours, parce qu'il y aura des quiz qui seront préparés à chaque cours. Donc, lors de chaque quiz, ce sera 4 points que vous allez accumuler. Ça va juste permettre de pouvoir garder un peu le fil et gamifier un peu la formation. Donc, vous devez pouvoir avoir au minimum 30 points cumuler au minimum 30 points sur tous les quiz. Il y a des quiz qui vont valoir 4 points, d'autres qui ne vont pas valoir 4 points. Donc, nous allons essayer de faire avec pour que ce soit assez intéressant. Et le dernier critère, ça va être le dernier truc qu'il faut savoir par rapport au graduation, c'est qu'il y aura deux types de graduation, c'est deux types de personnes qui vont être considérées comme des personnes qui ont terminé la formation. C'est qu'il y aura des personnes qui seront graduées et des personnes qui seront graduées with honor. Ceux qui seront gradués, ce seront ces personnes-là qui ont rempli les conditions de base, c'est-à-dire qui auront participé à 60% des classes et qui auront eu minimum 30 points euh, au niveau des scores. Voilà. Ensuite, ceux qui seront gradués avec honneur auront aussi un NFT différent.
Cet NFT va être minté sur des conditions. Et donc, la condition pour être gradué avec, c'est-à-dire gradué avec honneur, c'est d'avoir participé à au moins 80% des sessions et avoir cumulé minimum 48 points au niveau de tous les quiz et exercices, parce qu'il y aura des exercices aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'il va falloir faire pour pouvoir être ou pas. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps, puisqu'on pense aussi aux professionnels qui n'ont pas vraiment le temps de pouvoir tout le temps être là, il y aura aussi le niveau attendi qui veut tout simplement dire que vous avez participé. Et ça ne veut pas forcément dire que vous avez été gradué, c'est-à-dire que vous avez fini la formation, mais vous avez un certain niveau de connaissances quand même que vous avez accumulé. Donc, pour ça, si vous arrivez à participer à 50% de la classe des cours, vous allez avoir un NFT aussi qui va essayer de schématiser ça. Super. Tu peux passer au truc suivant. Il y a une question, il y a quelqu'un qui dit Geoffrey ne s'affiche pas. Geoffrey, est-ce que Geoffrey est dans le Meet? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Geoffrey est dans le Meet. Mais voici, est-ce que tu peux gérer ça? Voici, va vous envoyer il va regarder ça de près et puis il va corriger ça. Merci. Donc, c'est un peu ça. Euh, Pour finir, je ne vais pas monopoliser la parole. Pour finir, je vais vous partager quelques liens dans la discussion pendant que Caleb est en train de donner le cours pour vous permettre à ce que vous puissiez prendre connaissance des premiers exercices. Il y a une plateforme sur laquelle il y a plein d'exercices. Il y a beaucoup d'exercices de, de Cairo, du langage de programmation Cairo, que vous devez apprendre. Et donc, lorsque nous allons arriver à ce niveau-là, je vais vous partager ce lien pour que vous puissiez commencer à traiter l'exercice. Donc, à la fin lorsque vous aurez fini tous les exercices, vous aurez un certain nombre de points pour vous permettre de monter dans le classement. Je vais aussi partager un lien vers un Google Sheet pour que vous puissiez compléter euh, vos, vos comptes avec votre adresse, une adresse wallet. Voilà. Donc, vous devez créer un compte normalement sur un wallet. Je pense que avant de commencer, Caleb va essayer de faire vous montrer un peu comment faire pour pouvoir créer un compte sur Brave, et non, pas Brave, Bravo, qui est un wallet, pour que vous puissiez récupérer vos adresses et mettre ça là-bas. Parce que c'est avec ça, nous allons pouvoir vous assigner des NFT à la fin. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bon visionnage à tous. Suivez pas à pas ce que Caleb va faire avec Bravo et créer vos comptes directement ici. Pour tous ceux qui n'ont pas encore leur nom dans la liste des inscrits, vous pouvez ajouter vos noms, vos informations directement dans le Google Sheet que je vais partager dans le chat. Merci beaucoup et Caleb, je te laisse la main. Ok, super. Du coup, on va commencer par le wallet, comme Paco l'a dit. Euh, bon, actuellement, j'ai changé d'ordinateur, donc je ne suis plus connecté à mon wallet Bravo. Et là, je n'ai pas la phrase de récupération en tête. Du coup, on va créer carrément un nouveau compte. Je vais carrément recréer un nouveau wallet. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment je suis arrivé là, si vous avez Chrome ou bien n'importe quel autre navigateur, vous allez dans la catégorie extension au niveau de gérer les extensions. Voilà, je vais sur le Chrome Store. Et là, vous cherchez Bravo. Ça, c'est écrit déjà. Ah non, ça va être bizarre. Là. Ok, donc il est juste là. Lorsque vous êtes sur le Chrome Web Store, vous cliquez dessus. Bon, moi, je l'ai déjà installé, hein, donc vous pouvez juste... ici, à la place, ce sera télécharger ou installer. Je vais envoyer le lien dans le chat. Vous pouvez passer.
Donc, ce sera l'occasion également de créer votre wallet directement. Donc, comme moi, je l'ai déjà installé, il y a ça déjà. Donc, lorsque vous allez l'installer, il y a une petite icône ici qui va apparaître où vous allez d'abord l'épingler. Là, je l'ai épinglé, c'est la raison pour laquelle il est affiché ici. Donc, c'est le casque là, le casque des militaires romains. Vous cliquez juste dessus. Et là, il va vous demander de créer un nouveau wallet. Vous faites créer, c'est new wallet. Vous tapez un mot de passe. Vous répétez le mot de passe également ici. Vous faites next. OK, là, il y a, bon, ce que je suis en train de faire, c'est juste pour vous montrer. Il ne faut jamais faire ça. Je vais vous montrer la phrase de récupération, ma seed phrase. Et c'est grâce à ça que vous pourrez avoir accès à votre wallet. Même si vous changez de téléphone, si vous changez de PC, n'importe quoi, vous pouvez toujours récupérer votre wallet. Et vous êtes les seuls à détenir votre wallet. Au cas où vous perdez accès à votre wallet. Donc, si vous avez de l'argent dessus, vous avez tout perdu. Donc, c'est une phrase à copier quelque part, de préférence, le garder pas ça sur votre ordinateur. Vous copiez carrément ça sur une feuille quelque part et puis vous notez, vous la notez quelque part, vous la cachez quelque part. Donc là, je vais juste essayer de noter ici sur mon cahier parce qu'il va me demander ça encore tout à l'heure. Pas tout mémoriser. Je vais noter ça rapidement. Bien, je vais faire une capture d'écran. Voilà. Également, ce n'est pas une bonne idée de faire des captures d'écran parce que quelqu'un peut trouver ça et puis se connecter à votre wallet. Si quelqu'un a votre site free, il peut avoir accès à votre wallet et manipuler comme tu fais next. Job, security, tu vas dire sur computer face transaction, compte. Bon, ici, c'est l'authentification, la protection à tout facteur. Vous pouvez décider de l'activer ou pas, mais pour des questions de sécurité, je vais toujours l'activer. Bon, moi, je vais juste passer, parce que je vais juste, c'est juste pour vous montrer comment créer un wallet. Je fais next. Je fais let's start. OK. Maintenant, là, si vous voulez avoir accès à votre wallet, vous cliquez juste sur l'icône de Bravo. Et il y a carrément un site, ça vient carrément à côté, juste ici. Et ici, vous avez votre wallet. Donc ici, vous pouvez récupérer votre adresse Bitcoin en faisant receive et vous copiez juste l'adresse et vous envoyez quelqu'un si vous voulez recevoir des Bitcoins. Pareil, si vous voulez recevoir des stacks, vous cliquez juste sur le truc ici là et vous cliquez receive. Vous copiez aussi l'adresse. On voit que l'adresse est copiée, puis vous envoyer directement à la personne qui vous envoie les stacks. OK, là, je pense que c'est bon. C'est bon? Vous avez suivi ou c'était trop rapide? Hello? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? OK. Oui, c'est bon. Ça ne me donne pas la main pour cliquer sur ça. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a les personnes qui ont des questions. Bien, bon, les personnes qui ont des inquiétudes, peut gérer bien, Jeffrey, bon,
pendant que vous gérez, je continue avec le cours. Comment est-ce qu'on gère ça? Oui, tu peux continuer. Nous allons répondre aux questions. D'accord, super. Donc là, j'ai déjà créé mon truc, mon wallet. Je vais juste fermer. Voilà. Et est-ce que Donc, tu leur as montré comment copier l'adresse? oui, j'ai déjà montré ça. Ok. Il y a Carlos qui dit ça ne donne pas la main pour cliquer sur ça. Qu'est-ce qui ne donne pas la main? Tu peux écrire. Carlos, tu peux écrire. On va continuer là-dedans. Donc, on va résoudre ça en tout cas. Tu peux continuer. Donc ici, c'est la liste des cryptos au niveau desquels vous pouvez recevoir. Vous pouvez discuter. En fait, ici, c'est des X et la blockchain Ethereum. Faites juste receive et vous cliquez juste sur le logo, l'icône de copier-coller là, juste là. Mais c'est parce que je n'ai pas envoyé dans le chat pour penser que je vais juste. Là, j'ai copié. Je vous envoie juste l'adresse. Donc là, c'est l'adresse et ce que je viens de copier. Ok, donc on continue. Je vais juste fermer là. Ok, là, les trucs sont en anglais, mais on va essayer de faire avec. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc ici, la première phase, c'est que le 3 janvier en 2009, le premier bloc de Bitcoin a été miné. Et il s'appelle le Genesis bloc. On parle de Genesis, on veut parler du premier bloc. Et ça a été créé par Satoshi Nakamoto, c'est une personne anonyme qui a créé le Bitcoin et qui a disparu ensuite le 23 avril 2011. Donc tout ça, c'est relatif à l'historique. Et bon, je pense que c'est important de connaître ça pour la suite. Mais il faut savoir que Satoshi Nakamoto, aujourd'hui, il détient plus de 22 000 bitcoins. Ça fait plus de 110 milliards de dollars. Donc, il a publié le white paper du Bitcoin. Le white paper, c'est le document qui explique en tout l'objectif de Bitcoin, comment il a été fait, pourquoi il a été fait, il veut résoudre quel problème. Et voilà, il a documenté, il a vraiment très bien documenté le Bitcoin. On peut même cliquer dessus. Et voilà, on se redirige là, au niveau de la white paper. Et ici, il y a toute une documentation de comment Bitcoin marche et comment est-ce que lui, ou bien si c'est une équipe, comment ils ont fait pour pouvoir faire Bitcoin et voilà. Il y a même la version en français. On peut partir sur la version en français si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. Là, je suis le Bitcoin. La version française, oui. La version française, c'est mieux, n'est-ce pas? Oui. Okay. Ici, il y a français. Okay. Donc, je copie le lien également, j'envoie dans le chat. Okay, comme je disais, le Bitcoin, c'est le white paper plutôt, c'est un document qui regroupe toutes les explications autour du Bitcoin. Et il a défini Bitcoin comme euh, un moyen d'envoyer de l'argent de pair à pair, c'est-à-dire un système pair à pair de manière électronique. Et ils avaient même un forum sur lequel ils discutaient, bon, ça, bon, tout ça, c'est lié à l'historique. Et ici, en fait, on montre juste que Satoshi Nakamoto a quitté, il a arrêté de discuter depuis le 23 avril 2011. Donc, jusqu'alors, on n'a pas de ces nouvelles. Et il discutait avec les autres personnes qui voulaient comprendre Bitcoin sur un forum. Et ce forum également, je ne sais pas si vous voulez vraiment aussi le voir. Mais bon, tout ce que je veux, tous les liens qu'on verra aujourd'hui, je vais vous l'envoyer dans le chat.
Donc, jusqu'aujourd'hui, l'identité de Satoshi Nakamoto reste un mystère. Donc, on va voir qu'est-ce que Bitcoin essaie de résoudre. C'est quoi le but de Bitcoin? Donc, Satoshi Nakamoto, bon, le but de Bitcoin, c'était d'abord de... Il y a plusieurs failles dans le système financier. Il y avait plusieurs failles dans le système financier. Il y en a toujours. Et Satoshi Nakamoto a essayé d'apporter une solution à cela. Et il y a la perte, il y a par exemple la perte de la valeur de l'argent. Et le fait qu'on arrive, on imprime de l'argent comme on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Réserve fédérale, sur le comme ça, elle imprime des biens en masse. Et ça peut créer l'inflation dans l'économie américaine, mais l'économie mondiale. Donc, il y a aussi le fait que c'est uniquement les banques centrales qui contrôlent en vrai l'économie. Et cette façon de faire là n'est pas vraiment bien parce que carrément le système financier, le système économique est carrément entre les mains de personnes minoritaires, bien des banques qui ne veulent que leur profit. Donc, forcément, il y a des choses bon. Quand ils font souvent des actions, c'est pas forcément, ils ne voient pas forcément l'intérêt du client, mais ils veulent toujours leur avantage. Et Bitcoin a essayé de résoudre cela en voulant éviter l'inflation et aussi en voulant éviter la crise des subprimes. Pas éviter, mais il voulait aussi trouver une solution à la crise des subprimes qui était passée en 2008. Donc, ce graphe-là montre en fait l'évolution de la monnaie au niveau des dollars. Oui, je pense que c'est bien ça. Donc, en 2008, on avait 8,3, je pense que c'est milliards, non, trillions, et c'est billions en français, je ne sais plus trop. Mais voilà, c'est un chiffre vraiment très astronomique en 2008, c'est-à-dire l'économie, l'argent qui circulait en 2008. Et comparé aussi à aujourd'hui, ça fait 21,8 trillions. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les années avancent, l'argent en circulation augmente. Alors que plus l'argent en circulation augmente, plus il y a de l'inflation. Et vous pouvez avoir, c'est ce qui explique par exemple le fait que avant, peut-être avec 10 000, vous pouvez acheter plein de choses pour vous faire la belle vie. Mais aujourd'hui, avec 10 000, c'est plus le cas. Parce que le nombre de billets, bien l'argent qui circule augmente de plus en plus. Et ça crée l'inflation. Donc, ça fait en sorte que plus on a de l'argent, c'est vrai, on a de l'argent, tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, mais ce que tu peux acheter aujourd'hui avec, c'est pas la même chose que ce que tu pouvais acheter avant. Tu peux acheter beaucoup moins de choses aujourd'hui que ce que tu pouvais acheter avant. Et c'est un peu ça, ce que les graphes là expliquent. Donc ici, on montre le pourcentage. Il y a eu plus de 162% de monnaie qu'on a imprimée de 2008 à 2025. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Et est-ce que je vais carrément? Non, je ne vais pas. Donc ici, on est en train de montrer maintenant les conditions dans lesquelles le Bitcoin est créé. Ici également, le Bitcoin est créé comme de l'argent, comme nous si on le fait dans les banques. Mais au niveau du Bitcoin, il y a une limite. Et en plus de cela, le Bitcoin n'est pas créé par une minorité de personnes. Ça soit ils décident, aujourd'hui, on va augmenter tel nombre d'argent, bien tel nombre de billets. C'est-à-dire que le Bitcoin est miné chaque 10 minutes par des mineurs. Et new Bitcoin is available for Bitcoin miners. Et donc, chaque Bitcoin qui est miné, ce sont des rewards. Moi, je dis ça en français. Des cadeaux, des récompenses. Voilà. En français, c'est des récompenses qu'on donne aux mineurs, aux personnes qui minent le Bitcoin. Et actuellement, lorsque vous arrivez à miner un bloc de Bitcoin, on vous récompense à 3,125
3,125 bitcoins. Donc, si aujourd'hui vous arrivez à miner un bloc sur la blockchain Bitcoin, vous avez jusqu'à 3,125 bitcoins. Et 3,125 bitcoins, c'est beaucoup pour ceux qui ne savent pas. Et puis, si vous voulez, on peut faire la conversion. Hein. Je vais juste taper là. Je vais juste aller d'abord sur Google. Sur le site. Voilà, ça fait 104 248 $. Bon, si on va ici, c'est pas, on va pas se donner la peine de convertir, enfin, c'est pas parce que vous savez que c'est vraiment énorme. Je vais passer en diaporama. Et someone is in half every 4 years. Donc, chaque 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving. Et le halving, c'est un événement qui divise la récompense des mineurs par deux, oui, absolument, oui, par deux. Et donc, avant, je pense en 2024, il y a eu un halving en 2024. Le précédent halving en 2024, c'était en avril. Et avant ce halving-là, les mineurs étaient récompensés à 6 bitcoins. Donc, après le halving, ils sont revenus à 3. Donc, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si je peux aller pour mieux vous expliquer. Là, je vais juste passer comme ça. Excusez-moi, je vais juste faire un dessin juste pour mieux vous expliquer comme ça. Ce sera aussi beaucoup plus facile pour moi de. Voilà. Voilà. J'ai épuisé maintenant. Bon, on va aller sur un ancien, c'est mieux carrément ici. Donc, comme je disais, ici, imaginez ceci comme un calendrier. Et ça, c'est au début de l'année. Tout ce rectangle-là, c'est un calendrier. Et dans ce calendrier, il y a des sections. Des sections où il y a le halving. Donc, imaginez cette ligne-là comme le halving. Le halving, bon, quand on parle de halving en anglais, ça veut dire diviser par deux. Voilà. Donc, ici, on divise. On va diviser également. Bon, c'est bon comme ça. Donc, ici, en fait, on imagine que en 2024, les mineurs étaient rémunérés à 6 bitcoins. Et après, juste après le halving, en avril 2024, les mineurs maintenant sont rémunérés à 3 bitcoins. Bon, il y a des virgules, hein, c'est juste que je ne mentionne pas ça. Et après le halving, bon, c'était en 2024, on dit chaque 4 ans. Donc, c'est chaque 4 ans, on divise par deux la récompense des mineurs. Donc, c'était en 2024 et c'est en 2028 qu'on aura ensuite un autre halving. Comme là, on est à 3, on va maintenant passer à 1. Ouais, et ainsi de suite. Donc, chaque 4 ans, il va commencer par diviser comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et c'est comme ça que le Bitcoin est créé. On rémunère les mineurs, on récompense les mineurs, et c'est eux qui se chargent de faire la distribution. C'est pas qu'ils font la distribution gratuitement. Ils en vendent. Quand ils en vendent, d'autres personnes achètent. Ou bien, voilà. Donc, c'est ce qui fait que le Bitcoin arrive à circuler. Et c'est ce qui fait aussi sa rareté. Parce que c'est extrêmement difficile de pouvoir obtenir du Bitcoin, pouvoir miner du Bitcoin. On va le voir par la suite. Voilà, comme ici, on dit necessary will occur on April 2028, approximativement. Et on dit que le nombre maximum de Bitcoin qui peut être créé est de 21 millions. Donc, avec Bitcoin, on n'aura plus de problème d'inflation parce que
on n'aura que 21 millions de bitcoins pour tout le monde. Et quand on arrivera à ces 21 millions, aucun bitcoin ne sera plus miné. Et c'est ce qui va faire que le bitcoin sera plus rare. Donc plus quelque chose est bas, plus c'est rare, plus ça a de la valeur. Donc, c'est un peu ça. Si Bitcoin se croit bloc sorcier. Bon, il y a des parties qu'on va sauter pour aller beaucoup plus vite, puisqu'on n'a que 2 heures. Donc, on va aussi étudier comment Ethereum marche et on va aussi voir comment Bitcoin marche, puisque là, c'est uniquement au niveau de la partie financière. Pourquoi est-ce que Bitcoin a été créé? C'est quoi l'objectif pour aider les gens financièrement ou pour créer carrément un système décentralisé sur la finance. Donc ici, on va encore un peu se répéter. Vous connaissez le gars là, je pense que c'est Jérôme Powell. Donc il dit, bon, allons-y, on imprime peut-être 1 milliard de dollars parce qu'il a la banque centrale. Comme il a la banque centrale, il a le droit de dire, bon, vas-y. C'est pas que c'est lui seul qui décide, c'est une communauté. Ils sont là-bas et puis ils décident, on imprime 1 milliard de dollars. Et il y a l'autre ici, et lui il a le droit parce qu'il a la banque centrale. Mais il y a un autre ici, il dit il va imprimer 1 000 dollars. Parce que imaginez vous, chez vous, vous essayez d'imprimer de l'argent, vous essayez d'imprimer des fonds, on va vous arrêter parce que vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas quelqu'un de lambda. Donc, c'est uniquement les banques centrales qui ont le droit d'imprimer de l'argent. Donc, lui, quand il décide d'imprimer 1 000 dollars, il y a la police qui vient et puis, on dit, tu n'as pas le droit. Mais lui, l'autre, il a le droit. Donc, c'est ce qui fait que ça crée en quelque sorte une concentration de pouvoir, si je peux dire ainsi, dans certains moments, au niveau de la banque centrale. Donc, c'est eux seuls qui décident de quoi faire à certains moments, d'imprimer ou pas de l'argent. Okay, ici, donc, on va passer à la façon dont les mineurs sont rémunérés. Bon, là, il y a plusieurs devants encore. Bon, je ne sais pas si je veux commencer à expliquer ça avant de revenir. Bon, je vais carrément retourner sur mon réseau. Voilà. Parce que si je vais essayer de suivre les slides, on sera obligé d'aller, de revenir à certains moments. Donc, je vais carrément commencer par la genèse au tout début. Comme ça, vous comprenez tout. Donc, il faut savoir que le Bitcoin, c'est un modèle qui fonctionne de pair à pair. Je ne sais pas s'il y a des développeurs ici dans l'école. Imaginez que vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un et vous créez, par exemple, une base de données dans laquelle il y aura une liste de transactions. Une base de données SQL, par exemple. Et dans cette base de données SQL, il y a des noms des utilisateurs. Et quand vous envoyez de l'argent, on écrit du SQL. Il y a une équipe SQL qui est écrite dans cette base de données-là. Et dans cette, voilà, je vais juste essayer de représenter ça au fur et à mesure. Donc ça, ce sont juste la liste de transactions dans la base de données SQL. Et lorsque on veut consulter les transactions, on consulte au niveau de la base de données SQL. On a la liste de toutes les transactions. Bitcoin également, c'est un peu la même chose, sauf que il y a un problème au niveau du fait que plusieurs personnes doivent détenir la base de données. Or, si plusieurs personnes détiennent la base de données, s'il y a une modification, comment on actualise, comment on fait la mise à jour sur la base de données de tout le monde en même temps? Donc, Bitcoin, lui, résout cette solution-là en créant carrément une architecture qui réunit plusieurs personnes. Et ces personnes-là, on les appelle des nœuds. Là, je vais essayer de représenter les nœuds par des cercles. Ça. Je vais essayer de faire très vite.
Donc, tous les ronds que je suis en train de faire sont des nœuds. Et ces nœuds-là sont connectés entre eux. Et ce qu'on fait, c'est que on relie chaque nœud entre eux et l'information est partagée en même temps chez tout le monde parce que tous les nœuds sont reliés. Je vais essayer de faire des liens également. Voilà. J'essaie de faire ça. Donc, j'aurais dû préparer ça en avance comme ça devait être beaucoup plus easy. Bon, en temps normal, en fait, il faut juste retenir que tous ces ronds-là sont reliés entre eux. Eux, ils sont levés les flèches. Mais tous ces ronds-là sont reliés entre eux. Et c'est comme ça que l'information est partagée. Maintenant, il existe déjà des nœuds. Actuellement, il y a plusieurs nœuds dans le monde qui sont connectés. C'est grâce à cela qu'on existe. Parce que sans nœud, il n'y a pas de Bitcoin. Donc, même tu peux juste détruire un nœud, le réseau va toujours continuer à fonctionner. Parce que voilà, c'est une architecture, tout le monde est ensemble, tout le monde est connecté en même temps. Maintenant, si nous si on a envie de devenir un nœud, on a envie de faire partie du réseau, on peut devenir également un nœud. Si par exemple, vous à la maison, vous avez votre ordinateur, vous avez envie de faire partie du nœud, vous faites partie du réseau, vous pouvez devenir un nœud en vous branchant sur le port 8000, je pense que c'est ça, 8333. Oui, c'est ça le port sur lequel vous vous branchez au nœud. C'est 8333. Et donc, lorsque votre ordinateur est ouvert sur le port 8333, vous vous connectez avec des DNS sites. En fait, les DNS sites, ce sont des serveurs connus de la communauté. Hein. Et ces serveurs-là contiennent des adresses IP vers lesquelles vous allez vous brancher avec en ouvrant le port 8333. Donc, ici, prenez ces rectangles-là ici. Prenez le second rectangle-là comme un des serveurs de la communauté Bitcoin. Et tous ces petits rectangles que je fais à l'intérieur, ce sont des adresses IP vers lesquelles vous pouvez communiquer pour vous brancher au nœud de Bitcoin. Donc, lorsque vous branchez, lorsqu'on se branche, actuellement, je suis en train de me mettre dans la peau de quelqu'un qui veut rejoindre le nœud de Bitcoin. J'essaie de vous expliquer tout ça parce que ce sera crucial dans la compréhension de tout ce qu'on va faire par la suite. Donc, lorsqu'on se branche au serveur via l'adresse IP en ouvrant le port 8333, il y a une première phrase qu'on va, c'est pas une première phrase, mais il y a un mot qu'on prononce avant. Je ne sais pas si il y a certaines personnes qui ont fait du DevOps ici. Bon, je vais laisser passer. Mais bon, je ne veux pas compliquer les choses non plus. On envoie d'abord une commande qui s'appelle version. Et cette commande-là, en fait, en train de dire la version de Bitcoin qu'on est en train d'utiliser. On envoie version. Et quand on dit version, par exemple, là, j'envoie une commande, je dis version pour dire au serveur que moi j'utilise cette version de Bitcoin. Et lui me répond avec une autre. Il me répond par version également et il me répond par VERAC. Donc, quand il me répond par VERAC et puis version, moi je réponds version également. Donc, je réponds plutôt VERAC, désolé. C'est pas si est-ce que je suis en train de vous embrouiller encore un peu. Là, je vais juste écrire VERAC. Ah, c'est VERAC comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, je vais juste écrire pour que vous compreniez comment ça s'écrit VERAC. Et donc là, lorsqu'on envoie version, on récupère VERAC. Donc là, maintenant, on est connecté au nœud. Et à partir du moment où on est connecté au nœud, on peut maintenant faire, on fait partie carrément du réseau. Et bon, voilà, c'est comme ça qu'on est connecté au réseau Bitcoin. Mais on ne peut être connecté qu'à 8 nœuds au maximum. Si vous avez envie de vous connecter au réseau Bitcoin, c'est comme ça que ça marche. Donc, nous allons passer au bloc. Voilà.
Et on imagine maintenant ces blocs-là comme enregistrant les transactions dans la blockchain Bitcoin. Donc là, il y a plusieurs blocs. Plusieurs blocs. Et puis, c'est l'ensemble de ces blocs-là, en fait, qui crée ce qu'on appelle la blockchain. Donc, je vais relier ces blocs-là entre eux. Comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Là. Et puis, ces blocs-là ont des ID. Si je peux, bon, je vais aller de manière, je vais simplifier les termes pour que tout le monde comprenne. Je sais qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore développeurs. Donc, chaque bloc a un ID. Donc, imaginons ici, on a un ID 1, ici l'ID 2, ici on a un ID 1, ici on a un ID 2, c'est-à-dire c'est le numéro du bloc, quoi. Ici on a un ID 3, ici on a un ID 4. Et ce qui se passe, c'est que dès que ici, on considère ce bloc-là comme le Genesis bloc, le premier bloc, ce que Satoshi Nakamoto a mis. Si vous vous rappelez, au début, j'avais mentionné ça. Et ici, c'est le deuxième bloc que nous allons essayer de miner. Nous allons essayer de créer. Donc, lorsque le premier bloc est miné, c'est à l'intérieur de ce bloc-là que sont écrites les transactions. Et ce sont ces transactions-là qui permettent en fait d'attester la véracité des informations qui sont écrites sur la blockchain. Souvenez-vous toujours que c'est l'ensemble de tous ces blocs-là qui forment ce qu'on appelle la blockchain. Et chaque rectangle ici, c'est un bloc. Et à l'intérieur de ces blocs, il y a des transactions. Il y a une liste de transactions. Et il faut aussi mettre en tête que chaque transaction est immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier. À la minute où vous faites une transaction ou bien une action à l'intérieur d'un bloc, ce n'est plus modifiable. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant parce que lorsque, par exemple, quelqu'un, lui, vient, bon, il veut créer un nouveau bloc. Par exemple, moi, j'essaie de tricher. Par exemple, je crée un nouveau bloc ici. Qui va s'appeler, par exemple, peut-être 10. Ou je ne sais pas quoi, mais je vais toujours mettre 2. Je vais dire, je veux proposer un nouveau bloc qui va suivre, qui va découler de ce bloc-là. Et j'essaie de tricher, mais ça ne passe pas. Je vais carrément retourner au début. On va imaginer que dans ce bloc-là, il y avait une transaction. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de vous envoyer, je vous ai envoyé du Bitcoin dans ce bloc-là. Et ce bloc-là avait retenu que je vous ai envoyé du Bitcoin. Et il y a eu plusieurs transactions, de vraies transactions honnêtes qui sont passées dans ce bloc-là. Ensuite, on veut passer au deuxième bloc. Dans le deuxième bloc, ce que le deuxième bloc fait, c'est qu'il récupère l'ID du premier bloc. Il récupère carrément l'ID c'est-à-dire que comme c'est une chaîne, c'est une suite de blocs en fait, il va essayer de récupérer l'ID de ce bloc-là et le recopier ici. C'est-à-dire qu'il va le noter quelque part là. Je vais carrément mettre ici 2 et je mets là 1. Donc c'est comme il est en train de pas recopier tout ce qui était dans le premier bloc, mais il est en train de dire en fait qu'il y a un signe, il y a un lien qui nous unit entre les deux blocs-là. Donc, c'est ce qui va permettre au deuxième bloc, en fait, de reconnaître la véracité des informations. Donc, si moi, ici, je viens, si moi, bloc 2, par exemple, un autre bloc, j'essaie de tricher, je viens, je propose un nouveau bloc ici, en montant, c'est-à-dire qu'en disant, par exemple, que dans le premier bloc, ici, dans le premier bloc, 1, ici, je vous avais envoyé, dans le premier bloc, je vous avais envoyé 10 bitcoins. Et moi, ici, je viens en vous disant non, je vous avais envoyé 20 bitcoins. Alors qu'en fait, c'est faux, je vous ai envoyé 10 bitcoins. Donc, j'essaie de proposer un bloc dans lequel il y a une transaction dans laquelle moi, je dis que je vous ai envoyé 20 bitcoins. Or, en vrai, vous avez reçu 10 bitcoins. Donc là, il y a un problème de non-conformité des informations.
Et c'est là que, en fait, on va comparer les informations qui sont dans le premier bloc et les informations, puisque chaque bloc est relié, chaque bloc est relié entre eux avec des ID qui sont répercutés sur chaque bloc, sur le bloc suivant. Ensuite, lorsqu'on est dans le deuxième bloc, on se rend compte en fait que dans le premier bloc, il y a des informations qui ne figurent pas. Parce que moi, j'essaie de mentir, il y a des informations qui ne figurent pas dans le premier bloc. Et donc là, on rejette ce bloc-là, la communauté rejette ce bloc-là. Donc, c'est là que le réseau détecte que vous avez essayé de tricher. Mais lorsqu'on se rend compte en fait que ce premier bloc-là, vous avez toutes les informations. Toutes ces informations qui sont dans ce premier bloc-là ont été répercutées ici, et que c'est bon, c'est bien lié. On se rend compte maintenant que les informations sont véridiques. On peut maintenant valider ce bloc-là. Et le mineur qui valide ce bloc-là, il est rémunéré en fonction de la période dans laquelle on est. Actuellement, en 2025, donc celui qui va proposer ce bloc sera rémunéré. Le mineur qui va proposer ce bloc-là sera rémunéré et il aura 3,125 points. Donc, voilà. Et chaque bloc est miné toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est proposé par des mineurs. Et lorsque le mineur arrive à proposer un bloc qui est accepté, qui est validé, il est rémunéré. Là, j'ai sauté beaucoup de choses, mais on va y revenir. OK. Quand ici, on va tomber sur le proof of work. Donc, le proof of work, je ne sais pas si on peut faire encore un peu de maths ici, si ça vous dit. Puisque là, on dit, I'm thinking of a number between 0 and, voilà. On dit qu'il pense, le protocole Bitcoin pense à un chiffre entre 0 et 489 milliards et quelques, tout ça. Donc, c'est un long chiffre. Et toi, le mineur, en fait, lui, il doit deviner le chiffre que le protocole a en tête. Si je vais essayer de matérialiser ça comme ça. Donc, imaginez Bitcoin comme une personne qui pense à un chiffre entre 0 et puis ce long chiffre-là. Entre 0 et puis ce long chiffre. Et du coup, le mineur, il essaie de proposer un chiffre qui est égal au nombre exact auquel le protocole fait le protocole Bitcoin pense. Donc là, on va retourner au niveau de mon browser. Je vais essayer de faire un repère, voilà. Je vais essayer de faire un repère. On va faire juste un tout petit peu de maths avec les courbes elliptiques. Désolé, je suis dans un endroit un peu bruyant. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais coupé le micro. OK, là, ici, c'est un repère dans lequel il y a une courbe. Et dans ce repère-là, nous allons essayer de placer des points. Ici, je vais placer un point. Oui, je fais comme ça. Ici, ce point-là va s'appeler le point A. Et on va essayer d'additionner ce point à lui-même. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste tracer une ligne qui va venir couper. Voilà. Voilà.
on trace une ligne, en fait, qui passe par le point. La ligne, c'est une tangente plutôt, une tangente qui passe par le point A, par exemple. On va nommer ce point-là point A. Et on trace une tangente qui va couper, le truc, on appelle ça encore, qui va couper la courbe. On va juste tracer maintenant une ligne parallèle qui va venir couper la courbe ici, juste en haut. Et là, on a le point B. Je vais refaire un point B ici. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est le moyen par lequel Bitcoin est passé pour pouvoir proposer, pour renforcer la sécurité dans son protocole. Donc ici, on imagine ici le point B. Voilà. Donc ici, point B et point A. Copie, point B. Ok, là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai additionné le point A à lui-même. Et là, c'est pas correct. Hein. Il y a beaucoup de... Ce que j'ai pas très bien dessiné. Donc là, c'est vraiment différent que si on était sur un tableau ou sur une feuille. Ce serait beaucoup plus mathématique. Voilà. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que ici, c'est le point B. Le point B, en fait, c'est un peu comme le point. Bon, est-ce que je vais expliquer ça? Bon, voilà. C'est un peu comme le point qui contient le nombre auquel le Bitcoin, le protocole Bitcoin pense. Et donc là, à partir du point A, par exemple, si je vous dis de trouver, je vous dis d'additionner le point A à lui-même, vous pouvez me trouver le point. Mais si je vous dis en fait, à partir du point B, essayez de me trouver le point A, en vrai, ce n'est pas possible. Si vous ne connaissez pas le nombre de fois par lequel j'ai fait l'addition. Si par exemple j'additionne j'additionne le point A à lui-même 4 fois. Donc, ce que je peux faire, une fois que j'ai fait ici à 1, ici ça fait 2, puisque j'ai déjà fait, je l'ai additionné à lui-même. Ici, ça fait 2. Au lieu de faire en fait un troisième avant de passer au quatrième, je trace juste une courbe là, une courbe plutôt. Je trace juste une ligne là. Je vais le couper. Et je reviens juste, je trace une nouvelle là. Qui va venir couper encore la courbe. Et on va faire ici le point C. Donc, ça fait 4 fois. Donc, c'est parce que vous êtes au courant, c'est parce que je vous ai dit que ça fait 4 fois en fait que on passe directement à 4. Mais si vous n'êtes pas au courant en fait que je suis en train de calculer le point A, je vais additionner le point A lui-même 4 fois. En vrai, vous ne pouvez pas remonter jusqu'à trouver le point original, le point A. Vous ne savez pas combien de fois j'ai fait le calcul pour additionner le point A à lui-même. Donc, c'est ce problème-là que c'est un problème mathématique. Pas un problème, mais c'est une formule mathématique, si je peux dire comme ça, que le protocole Bitcoin utilise pour pouvoir pour renforcer sa sécurité. Donc, ce qui va se passer, c'est que si par exemple, je vous propose un point par hasard, au hasard, je dis C, un point par exemple, un point C, par exemple, dans le repère. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous êtes obligé de calculer 1, 2, 3, 4, 5 fois, plusieurs fois, avant de tomber sur le nombre de fois sur lequel j'ai additionné le point à lui-même, pour pouvoir trouver le nombre de fois auquel j'ai additionné le point A à lui-même.
Mais tant que je ne vous ai pas donné la réponse, tant que je ne vous ai pas dit le nombre de fois, vous ne pouvez pas faire des raccourcis pour passer directement. Donc, si par exemple, j'ai tracé ici 100 fois pour avoir un point C, vous êtes obligé de faire les calculs, vous êtes obligé de tracer 100 fois également avant de tomber sur le même point pour savoir que je suis parti du point A, j'ai calculé le point A 100 fois. Mais quelqu'un qui est au courant que c'est 100 fois, bon, en 8 fois, il peut le faire. Parce que il sait, quand il trace, il n'est pas obligé de s'arrêter, il fait un point. Et quand il trace, il n'est pas obligé de s'arrêter, il fait un point. Il trace juste, il continue jusqu'à arriver aux 100 fois. Donc, 8 fois, on peut arriver quand on est au courant du nombre. Donc, ce qui se passe au niveau du Bitcoin, c'est que ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des petits chiffres. Je vais donner des petits chiffres, 2, 3, 4, que vous compreniez. Mais avec Bitcoin, c'est des chiffres qui s'estiment en milliards carrément. Donc, avec des chiffres qui s'estiment en milliards, ce n'est pas évident de pouvoir trouver un chiffre comme ça au hasard. Donc, vous êtes obligé d'utiliser des machines vraiment très puissantes pour calculer plusieurs fois le nombre de fois où le point s'additionne à lui-même avant de trouver le nombre exact. Et donc, lorsque vous trouvez le nombre exact auquel le point s'est additionné à lui-même, vous êtes rémunéré. Vous arrivez à proposer un bloc qui est validé et vous êtes rémunéré. Donc, voilà. Bon, ici, on dit I'm thinking of a number between 0 and 2 expo 50. Donc, 2 exposants 50, c'est un nombre vraiment énorme. Et donc, voilà, thinking of a number between 0 and 70. Donc, chaque fois que les minutes passent, en fait, à chaque bloc qui suit, le nombre est beaucoup plus grand. Donc, vous voyez que ce n'est pas, vous ne pouvez pas vraiment deviner faut pas vraiment deviner un truc comme ça, un nombre au hasard qui va correspondre exactement au nombre auquel le nombre auquel le protocole Bitcoin pense. Donc, quand je disais que le nombre auquel le protocole Bitcoin pense, ça faisait référence au nombre de fois où le point A, le point A s'est additionné à lui-même. Donc, ce sont les courbes elliptiques que Bitcoin utilise pour pouvoir générer des nombres aléatoirement, exponentiellement élevés, où les mineurs devront proposer des nombres qui matchent, voilà, qui matchent, comment on dit en français, match? Je oublié le mot en français, mais bon, qui correspondent, voilà, qui correspondent au nombre exact auquel le protocole Bitcoin pense. Donc, chaque fois que les minutes passent, le nombre augmente également. Donc, voilà. En 2011, cette image-là, ça illustre exactement. C'est comme un exemple de ce qu'on est en train de montrer ici. Comme je vous disais, plus il y a plus de blocs, plus les minutes passent, plus le nombre de blocs s'augmente, plus le nombre le nombre auquel le protocole Bitcoin pense est élevé. Là, on était à 2, il était entre 0 et puis 2 exposant 50. Ici, il est entre 0 et puis 2 exposant 70. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus élevé. Donc, ici, en 2011, quand Bitcoin était à ses débuts, on pouvait miner, on pouvait proposer des blocs, on pouvait faire des calculs en proposant des blocs avec des GPU comme ça. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Il ne faut plus faire ça. C'est carrément des fermes. Je pense qu'on les appelle carrément des fermes de minage où il y a plusieurs machines qui sont reliées entre eux qui doivent deviner, deviner entre griffes, hein, qui doivent pouvoir bien calculer le nombre auquel les points se sont additionnés pour trouver le point exact sur la courbe elliptique. Et lorsque le point match, vous arrivez. Donc, vous devez aussi le premier parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs mineurs qui sont en compétition. Donc, plusieurs personnes essaient de calculer. Et c'est uniquement le premier qu'on rémunère. Donc, plus il y a plus de personnes et plus la rapidité, c'est beaucoup plus rapide. Et ça crée une concurrence féroce entre les mineurs. Donc, ce n'est plus une affaire de calcul au niveau
Ce n'est plus vous qui allez calculer à votre tête, c'est juste que vous allez utiliser des GPU. Donc, au début, c'était des GPU. Maintenant, là, c'est carrément des fermes avec des GPU interconnectés entre eux qui peuvent faire ce genre de calcul et puis trouver rapidement le résultat que le protocole Bitcoin attend sur sa courbe elliptique. Bon, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a compris au niveau de la courbe elliptique, mais bon, voilà, tout ce que vous devez comprendre, c'est juste qu'il y a des calculs vraiment très, très complexes qui se font sur le protocole Bitcoin. Et pour arriver à miner, pour arriver à proposer un bloc qui sera miné, qui sera ajouté dans la chaîne de blocs Bitcoin, il faudra vraiment être extrêmement rapide et avoir une puissance de calcul vraiment élevée pour pouvoir réussir à proposer un bloc qui sera miné. Donc, lorsque vous proposez un bloc qui est miné, vous êtes rémunéré en 3,125 Bitcoin. Et ce montant-là, comme je disais auparavant, va diminuer avec l'évolution lors du halving en 2028. Donc, il sera réduit à 1,1. Donc, ici, c'est le nombre de 0,65% of global energy. Donc, c'est l'énergie que Bitcoin dépense. On est en train de faire une comparaison par rapport aux autres. Est-ce que je vais dire des ressources, aux autres ressources que Bitcoin épuise? Par exemple, ici, le gaz naturel épuise 38,4%, le nucléaire épuise 9,8% de l'énergie. Et voilà. Donc, Bitcoin, lui, il épuise 0,55%. En tout cas, c'est vrai que c'est petit, mais bon, c'est quand même beaucoup pour des machines. Quand même, je trouve que c'est beaucoup. Donc, ici, on est au niveau de la façon dont votre compte, non pas votre compte, mais votre balance, votre solde, voilà, votre solde dans votre portefeuille Bitcoin est dépensé. Donc, imaginez que vous essayez ce que je vais dire, vous essayez d'envoyer de Bitcoin à quelqu'un. Je vais revenir sur mon livraison ici. Non. Donc là, il y a votre solde qui contient peut-être, disons, 9 bitcoins. Il contient 9 bitcoins. Et vous voulez envoyer 8 bitcoins à quelqu'un. Vous voulez envoyer 8 bitcoins à quelqu'un. Là, je fais juste. Bon, pour le moment, je ne veux pas mettre le solde de la personne ici. Mais vous voulez juste envoyer, vous voulez envoyer 8 bitcoins à quelqu'un. Donc, ce qui se passe, c'est que le calcul ne se fait pas comme on ne soustrait pas. Ce n'est pas comme votre compte est déduit, c'est-à-dire que comme vos outils money, quand vous faites des transactions, on essaie de soustraire l'argent avant on soustrait l'argent que vous voulez, on envoie à la personne. Ce qui se passe ici, c'est que vous envoyez tout. Tout passe en input dans le protocole. Ensuite, parce que tout doit passer pour être sûr en fait que vous avez vraiment cette somme-là. Donc tout passe. Donc vous envoyez tout. Bon, vous n'allez pas voir dans votre wallet, vous n'allez pas voir que votre wallet se vide instantanément. Tout votre wallet se vide au niveau de Bitcoin, bien sûr. Et on vérifie si vous avez vraiment les 8 bitcoins. Mais si l'argent que vous voulez envoyer, en fait, vous l'avez avant de prétendre envoyer de l'argent à quelqu'un. Donc, on enlève tous les 9 bitcoins. Ensuite, on déduit 8 bitcoins. On envoie à la personne à qui vous voulez envoyer des bitcoins. Donc là, ça fait 8 BTC.
avant maintenant de vous retourner pour la monnaie vers le reste. Maintenant, là, il va rester... bon, là, ça n'a pas vraiment de sens. Je vais juste écrire comme ça. 9 Bitcoins. Ici, je vais juste tirer là. Ce qui va se passer ici, c'est qu'il y aura on va juste faire 9 moins 8. Donc ici, on soustrait et on a le reste. Donc, quand on soustrait, on envoie les 8 bitcoins à la personne à qui on va envoyer. Et puis, on nous retourne le reste de la soustraction. Donc, c'est un peu ça. Là, je dépasse juste. Je vais supprimer ça. Ensuite. Ok, donc c'est comme ça que votre compte, le compte est calculé au niveau du sol. Okay. What happens when I send Bitcoin? Donc, ce qui se passe lorsque on essaie d'envoyer des Bitcoins. Donc, lorsqu'on essaie d'envoyer des Bitcoins, comme ici, je vais toujours revenir sur cet exemple-là. Lorsque vous envoyez, on enlève tout, mais on essaie de s'assurer en fait que c'est vraiment vous qui essayez d'envoyer des Bitcoins. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle une signature. Et cette signature-là, vous allez créer ce qu'on appelle une signature. Et puis, cette signature-là, elle va vous permettre, elle va générer, cette signature sera accompagnée d'une clé privée. Une clé privée que seule la personne qui va recevoir votre instant, là, je déplace juste pour avoir beaucoup plus d'espace. Okay. Non, ça, c'est l'autre forme. Donc, lorsque vous signez avec votre clé privée, vous faites une signature avec votre clé privée, que seule votre clé publique, parce que vous avez une clé publique et vous avez une clé privée. Et c'est uniquement votre clé publique qui va générer une signature qui sera signée avec votre clé privée. Et donc, lorsque il y a un calcul qui est fait à ce niveau-là, je ne sais pas si vous voulez qu'on en peut également aussi ce calcul. Bon, voilà, on n'a pas assez de temps, mais bon, on va sauter cette étape-là. Je ne sais pas si s'il y a encore le temps, on peut revenir dessus. En tout cas, au niveau de la blockchain Bitcoin, j'ai particulièrement aimé la façon dont il a utilisé les mathématiques pour pouvoir garantir la sécurité de manière vraiment très, très élevée. Bon, on ne va pas entrer dans les calculs ici, mais il faut juste comprendre que vous signez avec votre clé privée, là c'est votre clé publique, et c'est le protocole qui se gère, qui se charge de ça. Et lorsqu'il arrive à vraiment, lorsque le calcul est fait, lorsque la signature est faite, vous pouvez envoyer de l'argent des bitcoins de votre adresse vers une nouvelle adresse. Donc, c'est un peu ça qui se passe lorsque vous essayez d'envoyer des bitcoins d'un utilisateur à un autre, de vous vers un autre. Donc, c'est le protocole qui se charge de vérifier les signatures, la clé publique, votre clé publique et votre clé privée. Donc, c'est à partir de votre clé privée que vous faites une signature. Donc, c'est qui atteste que c'est vous qui êtes en train de faire
cette transaction-là. C'est ça. Là, il y a 6 minutes de break. Je ne sais pas si on va les prendre ou on continue. Voilà. Ici, on revient encore sur la courbe électrique. Digital signature. Je ne sais pas si on prend les 5 minutes de break. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Comme ça, je reviens également sur tout ce que j'ai déjà expliqué. Et avant de pouvoir continuer. Non, on va avancer parce qu'il nous reste genre 30 minutes et il y a beaucoup de choses. On n'a même pas encore fait la moitié des slides. Donc, il va falloir qu'on accélère un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les drop dans le chat, je vais y répondre. Et puis, on va faire quelque chose. Il n'y a qu'une question. OK. Et donc, on continue. Bon, là, on est encore au niveau des courbes électriques. Et ici, on est en train de... Voilà. Ici, c'est la façon dont les messages sont signés. Je ne sais pas si puisque il n'y a pas assez de temps, on va juste passer ces étapes-là également. Bon, voilà. Tout ce qui est ici, en fait, tout ce qui est sur cette transaction, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est qu'il y a votre clé privée qui est signée. Vous signez votre message grâce à votre clé privée. Et de votre clé privée, à partir de la signature, combiné à la clé publique, vous arrivez à prouver en fait que c'est vous qui êtes en train de faire cette transaction. Donc, c'est ici, how do you prove you create a transaction? Okay. Why is Bitcoin blockchain? OK, comme j'avais déjà expliqué, ici on a en train de demander la raison pour laquelle, pourquoi est-ce que Bitcoin c'est une blockchain. Donc il y a plusieurs blocs et dans chaque bloc il y a le body et le header. En fait, le body, par exemple, le header, le header du premier bloc, il est récupéré, il est retransmis ici. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à créer un lien entre les deux blocs. Donc, on arrive carrément à créer une sorte de synchronisation. Mais on arrive à créer une liaison entre les deux blocs, ce bloc-là et puis ce bloc-là. Donc, on arrive à reconnaître toutes les transactions qui sont déjà ici. Donc, si un autre mineur arrive, par exemple, avec un autre bloc qui ne contient pas, avec un autre bloc qui a des informations totalement différentes du premier bloc ici, le bloc-là ne sera pas agencé parce que les informations ne correspondent pas. Et aujourd'hui, il y a tellement de blocs, il y a beaucoup de blocs aujourd'hui dans la blockchain Bitcoin. Tellement les blocs là sont nombreux que si en fait une nouvelle personne, quelqu'un qui essaie de tricher, il arrive avec un bloc qui contient des informations frauduleuses, il a oublié de modifier le bloc précédent. Et ce qui entraîne aussi, il doit aussi, s'il modifie le bloc précédent, il doit également modifier le bloc qui précède le bloc précédent, et ainsi de suite. Donc, il doit pouvoir faire ça en espace de 10 minutes. Donc, il doit modifier tous les blocs depuis le bloc Genesis là. Il doit tout modifier depuis que le premier bloc a été modifié. Il doit tout modifier, tous les blocs, en remplissant de mauvaises informations et modifier en même temps le bloc qu'il veut, bon, et mettre des mauvaises informations sur le bloc qu'il est en train de soumettre. Et tout ça, il a envie de le faire en 10 minutes. Donc, vous voyez que, en fait, ce n'est pas possible avec, quel que soit l'ordinateur aujourd'hui avec lequel vous travaillez, c'est clairement impossible de pouvoir modifier tous les blocs précédents et proposer un nouveau bloc avec de mauvaises informations en 10 minutes. C'est presque impossible. Donc, c'est ce qui fait la puissance de Bitcoin. Et voilà. C'est un function.
Donc ici, sont les fonctions les fonctions de hachage. Il y a plusieurs, je ne sais pas, il doit y avoir des personnes ici qui font également de la cybersécurité. Il y a le SHA 256 qui est utilisé pour le proof of work. Donc, ce qui se passe ici, c'est que lorsque une personne propose, désolé, je vais couper le micro. Il y a un bruit ici, je vais juste couper le micro. Si quelqu'un pose la question, quelle est la différence entre le proof of work et le minage? Je vais carrément reculer rapidement. Je vais juste expliquer rapidement et on va sauter plusieurs parties. Et puis, parce qu'il y a, on doit également expliquer, Jérôme. Donc, le proof of work, c'est proof of work en anglais. En français, ça veut dire preuve de travail. C'est-à-dire que le premier à pouvoir, la première personne à pouvoir proposer le bloc en fournissant les bonnes informations, en fournissant le nombre auquel le protocole Bitcoin pense, il est rémunéré. Donc, il a prouvé en fait, par le travail, par le travail que ces machines ont fait. Il a fait de manière beaucoup plus rapide. Il a fait le travail beaucoup plus rapide que les autres. Et il a été rémunéré. Donc, il n'y a pas, c'est pas une question de différence entre proof of work et minage. Je pense que c'est une suite, c'est une conséquence. Le minage, on peut dire, bon, c'est le fait de pouvoir utiliser des machines pour pouvoir proposer de nouveaux blocs à. C'est le fait de pouvoir utiliser des machines assez puissantes et proposer de nouveaux blocs en l'espace de, beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus rapide que les autres, et afin de pouvoir être rémunéré. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ou, en tout cas, si tu as toujours des questions, tu peux toujours les poser dans le chat. Donc, ici sont les fonctions de hachage, comme je disais. Et en fonction de chaque, on peut mettre des fichiers PDF et ça, il en ressort des caractères. Puisque pour l'ordinateur, c'est toujours que ce soit un texte, que ce soit des images ou que ce soit des chiffres, c'est toujours du binaire qui sort. Et il y a une fonction de hachage, il y a plusieurs fonctions de hachage, il y a le SH, le SHA-256. Je ne sais pas comment ça se lit. Je pense que c'est SHA-256. Et voilà, il arrive à pouvoir hacher. C'est une fonction qui arrive à hacher des fichiers ou bien hacher du texte ou du n'importe quoi. Et il arrive à produire une clé assez spéciale qui est différente. Donc, dans l'exemple suivant, ici, on fait un hello world et lorsqu'on le passe dans la fonction de hachage, on a ce résultat-là. Mais ici, bon, on retape le hello world, mais juste avec un point d'exclamation. On a un résultat carrément différent. On pourrait se dire que, bon, il pourrait recopier celui-ci et puis ajouter une fonction de hachage, l'équivalent du hachage du point d'exclamation. Mais bon, non, c'est pas comme ça marche. Je ne comprends pas la fonction de hachage, SHA-256 côté. Mais bon, c'est juste pour prouver que cette fonction-là est assez robuste pour pouvoir hacher des informations dans le protocole. Donc, il y a aussi le fait que ce n'est pas possible de partir du résultat qu'a donné le calcul de la fonction pour trouver
le texte. C'est juste ça, c'est juste dans un sens unique, c'est dans un sens unique. On ne peut pas faire le sens inverse. Donc, c'est uniquement possible qu'avec des machines, comment on dit ça, les quantum, les machines quantiques. Voilà, c'est ça. Donc, pour le moment, on n'est pas encore arrivé aux machines quantiques. Il y a ça peut être d'après certains événements, machines quantiques existeraient, bon, et tout. Mais pour le moment, même les machines quantiques, même si elles existent, la plupart des machines quantiques qui existent aujourd'hui, ce n'est pas dans le but. Chaque machine quantique a un truc, chaque ordinateur quantique a un but précis dans lequel il est fabriqué. Donc, il n'y a pas encore d'ordinateur quantique qui a pour but de pouvoir faire du reverse, reverser le truc, la fonction de achat de 166. Je pense que on ne va pas tout traîner dessus, c'est pas l'objectif. Bon, là, il y a plein de choses qui a encore sur Bitcoin. Or, on n'a pas encore attaqué Ethereum, mais il reste 30 minutes. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe rapidement à Ethereum. Bon, pour les quiz, c'est pas tu envoies les quiz dans le truc. Comment ça se passe? On va une autre question. Pardon? Compte tenu du temps, ce qu'on va faire, on va pas faire de quiz aujourd'hui. On va rattacher le quiz d'aujourd'hui à un quiz lors d'une autre session. Ok, d'accord. Donc, on va passer maintenant. Bon, c'est un peu ça sur Bitcoin. Il y a beaucoup de choses à dire sur Bitcoin. C'est tellement beaucoup qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire en 2 heures. En tout cas, c'est beaucoup. Donc, ça fait un objet de discussion carrément sur les forums. Et si vous voulez beaucoup plus comprendre comment ça marche, je vous exhorte à lire la white paper que je vous ai balancée dans le chat. Maintenant, on va passer à Ethereum. On va commencer par toujours par l'historique. Ici, on va parler de Vitalik Buterin, qui est en quelque sorte le créateur d'Ethereum. On va pas, bon, je pense pas que sa date de naissance vous intéresse ou tout ça. Mais voilà, c'est quelqu'un de très smart qui a eu l'idée de créer, qui a vu Bitcoin et qui a eu l'idée en fait de créer une blockchain sur laquelle on pourrait programmer, on pourrait faire exécuter des programmes. C'est possible de le faire sur Bitcoin, mais le problème avec Bitcoin, c'est que il n'a pas été fait pour ça. C'était pas l'objectif de la blockchain Bitcoin. C'était pas l'objectif de Nakamoto. Et donc, c'est beaucoup plus complexe d'écrire des programmes sur Bitcoin. En plus, c'est plus cher, puisqu'il n'a pas été optimisé pour ça. C'était pas l'objectif de Bitcoin. Donc, Vitalik, lui, il arrive avec une proposition, c'est-à-dire pouvoir créer une blockchain sur laquelle on pourra faire exécuter des programmes. Vitalik Eli Ben Sazon. Bon, voilà, tout ça, ça a rapport avec l'histoire. Donc, on va juste passer, on va aller beaucoup plus rapidement. Donc, il faut savoir qu'en programmation, on a 2 types de langages. Il y a des langages bas niveau et puis des langages haut niveau. Les langages haut niveau, ce sont les langages que vous et moi écrivons. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui programment en assembly. En tout cas, s'il y en a, c'est tant mieux. Mais les langages haut niveau, c'est des langages comme Solidity, Cairo, JavaScript, Python. Ce sont des langages qui sont proches de l'humain, des langages que nous pouvons comprendre de manière beaucoup plus facile. Et Ethereum a été créé dans le but de pouvoir exécuter des programmes avec des langages de haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez écrire un programme qui s'exécute sur la blockchain Ethereum juste avec Solidity. Et
Ce sont des programmes qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents qui s'exécutent sur la blockchain lorsque certaines conditions, mais lorsque certaines, voilà, quand certaines conditions sont réunies. Il y a ça s'exécute automatiquement. Donc, sur Ethereum, le langage qui est utilisé sur Ethereum, c'est Solidity. Et ce langage-là, ce qu'il fait, c'est que lorsque vous écrivez du Solidity, ce n'est pas directement du Solidity qui est exécuté sur Ethereum. Il y a d'abord, il le compile en bytecode, et c'est ce bytecode-là qui est exécuté sur la machine virtuelle de Ethereum. Donc voilà, comparé à, bon, vous voyez par exemple ici qu'on a classé le Bitcoin Script dans le langage bas niveau. Comme je vous disais, c'est beaucoup plus complexe d'écrire du code d'un programme sur Bitcoin. En plus, voilà, c'est beaucoup plus cher. Donc, Ethereum a été créé dans le but de pouvoir exécuter des programmes sur la blockchain et de pouvoir créer des applications. Parce que sur Bitcoin, c'est vrai qu'on peut créer des applications, mais ce n'est pas vraiment avantageux. Et Vitalik est arrivé avec une idée de pouvoir créer des applications, créer des applications décentralisées, parce que ça s'exécute directement sur la blockchain Ethereum. Et ça permet carrément une décentralisation des données. Et c'est à partir du moment, on va dire, c'est vrai qu'on est divisé à ce point-là. On va dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de Web3, parce que je pense que c'est David Wood, bien Gavin Wood, je ne sais plus. C'est l'un des cofondateurs d'Ethereum qui a introduit ce terme-là pour signifier le fait qu'on puisse construire des applications décentralisées sur la blockchain Ethereum. Donc, comment est-ce que Ethereum marche? Ici, Ethereum marche comme un ordinateur. Bon, il y a ce qu'on appelle le EVM, Ethereum Virtual Machine. Et cet ordinateur-là, en fait, c'est lui qui se charge de pouvoir exécuter tous les programmes qui se trouvent sur la blockchain Ethereum. Ce qu'on appelle aussi le Turing Complex Programming Language. Bon, vu le temps qu'on a, je pense qu'on va sauter certaines parties. Comme le jeu. Je pense que cet aspect-là, c'est important de le souligner. C'est-à-dire que sur la blockchain Ethereum, chaque action que vous faites, vous le payez avec du gaz. Et c'est ce gaz-là, en fait, qui permet de rémunérer les mineurs. Puisque sur Ethereum, il faut noter que ce n'est plus le proof of work. Avant, au début, c'était le proof of work, mais avec le temps, Ethereum a switché. Ethereum est passé du proof of work vers du proof of stake. Et voilà. Donc, chaque smart contract, chaque programme qui est exécuté sur la blockchain Ethereum paie du gaz. Et ce gaz-là, en fait, ce sont les frais de transaction. Donc, chaque fois que tu fais une transaction sur la blockchain Ethereum, tu paies quelque chose, tu paies une transaction, tu paies au réseau, tu paies une contribution. C'est cette contribution-là qui est payée, qui est reversée, qui est reversée au mineur. Ce n'est pas qu'elle disparaît dans la nature. Je pense que là, on va sauter également. Ici également. Et OK, là, maintenant, on va parler de l'algorithme de consensus et du proof of stake. Je vais revenir rapidement sur mon réseau rapide. Donc, ce qui se passe au niveau de l'Ethereum, c'est qu'il y a le proof of work, on l'avait défini comme le fait de pouvoir proposer de nouveaux blocs qui doivent être minés, qui doivent être ajoutés à la chaîne de blocs. Ensuite, être rémunérés. Donc là-bas, c'est une course en fonction
de la puissance de chaque mineur. Au niveau du proof of stake, ici, on stake comme le terme dit. Donc, vous prouvez que vous croyez au réseau, vous croyez en fait à l'évolution d'Ethereum et vous stakez, vous économisez, si je veux dire, faire des stake, to stake en français, je pense, veut dire économiser ou garder, voilà, c'est-à-dire vous gardez des Ethereum dans votre wallet, mais voilà. Et vous devez prouver aux autres, vous devez prouver au réseau que vous êtes fidèle au réseau Ethereum. Et donc, en faisant cela, bon, vous devez avoir au moins 32 hits. Le hit, c'est la monnaie c'est comme BTC avec Bitcoin. Donc, au niveau de Ethereum, c'est hits. Ça. Je pense que vous avez déjà suivi ça. Donc, là, vous devez avoir au moins 32 hits. Et ce qui se passe au niveau du proof of stake, c'est que lorsque vous voulez proposer un nouveau bloc, ce n'est pas en fonction de la puissance des ordinateurs, de votre, mais c'est en fonction de la façon dont vous croyez au réseau. Et le fait que vous ayez les 32 bits. Donc, c'est le minimum à avoir avant de pouvoir, avant de participer, avant de pouvoir miner, avant de proposer un nouveau bloc au niveau de Ethereum. Donc, lorsque vous avez les 32 hits, c'est de vous proposer et c'est le réseau qui se charge de prendre aléatoirement parmi tous ceux qui ont au moins 32 hits. Parmi tous ceux qui ont 32 hits, c'est le réseau qui prend aléatoirement un mineur qui propose le bloc, il est miné et puis il est récompensé en fonction des gaz fees. Les gaz fees, ce sont tous les frais que le réseau, tous les frais que vous payez lorsque vous exécutez les programmes sur la blockchain Ethereum. Donc, c'est avec ces frais-là qu'on paye les mineurs. Donc, ce qui se passe au niveau de Ethereum, c'est que pour éviter qu'il y ait des personnes, puisque ici, si tu as beaucoup plus d'argent, si tu as beaucoup plus de hits, tu peux proposer un bloc falsifié pour modifier l'état pour essayer de modifier l'état de toute la blockchain, modifier toute l'historique de la blockchain. Donc, en le faisant, si vous essayez de modifier avec beaucoup d'argent et que le réseau en fait se rend compte, forcément le réseau va se rendre compte parce que vous ne pouvez pas avoir le temps de tout modifier, de modifier tous les blocs précédents. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas que vous êtes rejeté de manière simplement. Ici, il y a ce qu'on appelle le slashing, c'est-à-dire que vous perdez une grosse partie de votre argent. Donc, ce qui fait que, en fait, au niveau de Ethereum, ça décourage, il y a beaucoup, c'est vraiment, bon, ça décourage les personnes d'essayer de tricher au niveau de la blockchain Ethereum parce que tu mises avec ton argent. Et c'est en fonction de ça que les réseaux arrivent à tirer au hasard une personne qui propose un bloc qui est ensuite miné. Donc, si vous essayez de tricher et que vous proposez un bloc falsifié, vous perdez une grosse partie de votre argent. Donc, c'est un phénomène qui s'appelle le slashing avec Ethereum. Donc, c'est un peu comme ça que l'algorithme de consensus marche avec Proof of Stake. Ok, voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Voilà, on va rapidement passer. Donc ici, on est en train de faire une comparaison entre Bitcoin et puis Ethereum. Ici, voilà, ici c'est le proof of work, ici c'est le proof of stake. Et ici, programmé, on dit non, et ici on dit oui. Comme je disais, ce n'est pas impossible de faire des applications qui tournent sur Bitcoin. C'est possible, mais c'est un langage de bas niveau. Ça veut dire du langage bas niveau, premièrement. En plus de cela, les coûts sont vraiment élevés.
c'est très cher d'exécuter les programmes, puisque au fur et à mesure que vous faites une action sur la blockchain, vous payez, les frais sont beaucoup plus énormes par rapport à Ethereum. Donc, Ethereum, lui, il a été fait dans le but de pouvoir exécuter des programmes intelligents, des smart contracts. Je pense qu'on avait envoyé, je pense qu'on va vous envoyer une vidéo. Hier, il y a pas qui a fait une vidéo dessus qui parlait des smart contracts, une bonne vidéo où il expliquait ce que c'est que les smart contracts. Et voilà. Un smart contract, en gros, c'est un programme qui s'exécute sur la blockchain Ethereum et voilà, qui a des fonctions prédéfinies qui s'exécutent lorsque il y a des conditions, lorsque les conditions sont réunies. C'est en gros ce qui se passe sur la blockchain Ethereum. Donc ici, je pense qu'on est déjà à la fin. On va remonter. Je peux remonter d'expliquer les parties qu'on a sautées où on commence la session de questions-réponses pour aller tout tenir dans le temps des 2 heures. En tout cas, j'ai perdu beaucoup de temps au niveau de l'explication de Bitcoin. C'est ce qui nous a perdu vraiment beaucoup de temps. Par contre, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Oui. Donc, merci beaucoup à Caleb pour toutes les explications, toute la session. Nous allons bientôt couvrir 2 heures. Et donc, nous n'allons pas prendre beaucoup plus de temps. Nous espérons avoir couvert beaucoup de sujets. L'objectif de cette session, ce n'est pas de vous donner des choses qui sont obligatoires à savoir, mais ça sert. C'est genre la base qui vous permet de pouvoir être un bon développeur après. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais si vous le savez, c'est mieux. C'est un peu comme l'algorithmique et structure de données en, en, quand on fait le développement d'application. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas passées par là et qui développent. Mais ils ne sont pas de meilleurs développeurs que les personnes qui ont fait de l'algorithmique et structure de données avant de se lancer dans le développement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, après ceci, vous aurez un mail dans lequel nous allons vous partager le lien de la vidéo, de l'enregistrement, le slide, et nous allons vous partager aussi, nous allons aussi vous inviter à la session de samedi. Donc, les sessions se tiendront tous les mercredis soirs à partir de 18h à 20h et les samedis de 9h à 11h. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Nous avons noté les présences quelque part. Nous allons essayer de les reporter sur le sheet. N'hésitez pas à inviter tous vos camarades à s'inscrire sur le sheet aussi et qu'ils rejoignent le groupe WhatsApp. Et sur le sheet, pour tous ceux qui n'ont pas encore ajouté l'adresse de leur wallet Bravo, vous pouvez le faire. Le sheet reste accessible à toute heure, à tout moment, mais faites-le le plus tôt possible pour ne pas oublier. Merci beaucoup. La prochaine fois, nous allons prendre le temps de pouvoir aider tout le monde à créer un compte. Nous allons faire ça pas à pas avant de commencer. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour faire ça. Merci beaucoup à tous et vous passez une très bonne soirée. À plus.